Ok, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Vous êtes installés sur une pile de livres qui se finit par le Coran et un livre de pensée taoïste à un équilibre très précaire, donc j'espère que vous n'allez pas tomber. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me semble être importante parce que c'est un sujet qui est vraiment quelque chose qui fait partie de la manière dont je réfléchis, la manière dont j'aborde les choses et la manière dont je vis entre guillemets euh, mes engagements et mes convictions en ce qui concerne les luttes sociales les luttes contre les discriminations en règle générale, mais aussi ma manière d'interagir avec les êtres humains, ma manière de recevoir et d'analyser les informations. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé brièvement dans certaines vidéos, mais j'en ai jamais vraiment fait un sujet à part. Et c'est pas quelque chose qui nécessite en fait énormément forcément d'exemples de recherche, etc. Donc j'avais pensé que ce serait un bon sujet pour cette semaine où j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Récemment, alors que je me rendais au travail, en fait, j'écoutais un podcast de France Culture. C'était le podcast Les Chemins de la Philo, il me semble, où on parlait de Poulain de la Barre, qui était un philosophe et qui, en fait, a été l'un des premiers philosophes féministes, vraiment un avant-gardiste. Je vous mettrai le podcast en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous avoue que je ne le connaissais absolument pas, tout simplement parce qu'il fait partie d'un siècle que je ne connais guère. Et puis aussi parce qu'il y a plein de choses que je connais pas, hein, je veux dire, même dans les siècles que je connais mieux et que j'affectionne. Et c'était un podcast extrêmement intéressant parce que ça m'a permis de découvrir une personne avec des pensées très intéressantes, des pensées très actuelles et malheureusement encore pertinentes à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à qui pouvait parler des femmes, dans quelle mesure, le parti pris déjà des hommes, le fait qu'être homme est en réalité être presque déjà oppresseur. Il a beaucoup réfléchi également à l'éducation. Intéressant de voir qu'il était plutôt pour une éducation non mixte, enfin des choses très intéressantes. Et en fait, une phrase m'a marquée, une phrase qui est de lui et qui est la suivante l'esprit n'a pas de sexe. Alors, quand il parlait de sexe, là, on peut. À l'époque, la notion de sexe et de genre, enfin, ces deux notions n'étaient pas définies comme elles le sont actuellement. Donc, qu'on le prenne en fait dans l'accept. Enfin, qu'on le prenne dans l'idée le sexe, c'est-à-dire les organes génitaux, ou dans l'idée en fait le sexe comme les gens l'utilisent la plupart du temps, qui est le genre. Je pense que c'est d'ailleurs dans ce sens-là, plus ou moins qu'il était pris, en tout cas dans les deux, le sexe à cette époque étant forcément gage du genre. Cette phrase m'a marquée, pourquoi ? Parce qu'elle exemplifiait en fait parfaitement cette nécessité, en fait, et j'ai beaucoup de mal à titrer cette vidéo parce que je ne sais pas quel nom donner à ça. Cette nécessité peut-être de contradiction, peut-être d'élasticité, de plasticité, de flexibilité, d'adaptabilité de la pensée. Si on veut être cohérent, juste et rester à la fois soi-même et à la fois rester fidèle à ses valeurs. Je m'explique. Quand Poulain de la Barre nous dit l'esprit n'a pas de sexe ou l'esprit n'a pas de genre, ce qu'il veut nous dire forcément, c'est que nous pouvons être très intelligents quel que soit notre genre, nous pouvons être doués dans telle ou telle discipline quel que soit notre genre, la façon dont nous pensons, la façon dont nous réagissons, la façon dont nous sommes, entre guillemets, n'est pas liée forcément à notre genre et à notre sexe. Et en cela, oui, c'est... comment dire, cette pensée-là, fondatrice, entre guillemets, permet d'imaginer un pied d'égalité qui après, bien sûr, comment dire, n'est pas réel parce que nous avons tous des capacités psychiques, des capacités intellectuelles, des capacités de mémoire différentes et que oui, certaines personnes sont plus douées que d'autres pour certaines choses, certaines personnes ont des talents que d'autres n'ont pas, etc., etc. Mais en gros, c'est pas déterminé par le genre, voilà, et par le sexe. Mais voilà, en écoutant ça, première réaction donc, oui, c'est vrai. Deuxième réaction, vraiment. Alors, il n'est pas ici question en fait d'essentialiser femmes, hommes, personnes non binaires, etc. On serait d'ailleurs bien normal du coup d'essentialiser les personnes non binaires vu que totalement absentes des représentations et des idées
qu'on a en général, difficile de les essentialiser, mais il me semble quand même que si l'on peut accepter cette phrase, on peut également la nier ou la dépasser. Et je m'explique encore une fois. Effectivement, le fait que j'aime la littérature, le fait que je sois douée pour ceci ou pas douée pour cela, le fait que j'ai telle aptitude intellectuelle, c'est pas parce que je suis une fille. Et le fait que je ne sache pas faire ça ou pas faire ceci, c'est pas non plus parce que je suis une fille. La manière dont je pense, pour beaucoup de sujets, ce n'est pas parce que je suis une fille. Toutefois, je pense qu'on est tous d'accord et vous me voyez sans doute venir, beaucoup de ce que je suis, beaucoup de ce que je pense, et beaucoup de la manière dont je perçois mes relations, dont j'ai envie de communiquer, dont j'exprime mes sentiments, dont je perçois mes sentiments, dont j'envisage mon avenir, les rêves que je peux avoir également, ce serait en fait totalement faux de dire que tout ça, qui est de toute manière en quelque sorte mon esprit, n'est pas façonné par le fait que je suis une fille. Et si on veut s'en tenir à des choses plus, entre guillemets, scolaires presque, j'ai envie de dire, l'esprit n'a certes pas de sexe, et n'a pas de race non plus, n'a pas de classe non plus, mais en réalité, un peu. Donc, il y a, je veux dire, par exemple, si vous allez dans un très bon établissement et que vous êtes peu nombreux dans la classe et que vous avez du soutien et que vous avez des profs qui sont extrêmement formés et du matériel au top et que vos parents ont un bagage culturel déjà important et que vous aident à faire vos devoirs dans de bonnes conditions et que vous avez votre chambre à vous, eh bien l'esprit n'a certes pas de sexe, de race et de classe, mais votre esprit sera sans doute... Vous avez plus de chances de faire grandir votre esprit que quelqu'un qui, parce que c'est une fille déjà, ne va pas à l'école peut-être, par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, il n'est pas question en fait de dire oui et non, je veux juste mettre en lumière le fait que dans chaque, peut-être pas dans chaque, mais dans beaucoup des pensées qu'on peut avoir en tant que féministe, qu'antiraciste, que animaliste ou antispéciste, etc., et personne plutôt contre cette disparité de classe, il faut faire attention à ne pas être sclérosé dans notre pensée. Il faut faire attention à ne pas accepter des affirmations et il ne faut pas être non plus dans une négation de l'autre et dans un rejet de l'autre sous prétexte que ses valeurs personnelles, ses idées peut-être premières ne sont pas les mêmes. Par exemple, le fait de dire certes l'esprit n'a pas de sexe, mais en fait voilà dans quel moment, dans quelle situation on peut prouver que cette affirmation en réalité vraie se révèle être faussée. On peut aussi en fait visualiser cette contradiction ou cette élasticité, je pense, de la pensée de la sorte. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je suis contre la prostitution. Ça a été le fruit d'un long cheminement, de beaucoup d'informations, de beaucoup de réflexions, de beaucoup de partages et d'échanges avec des personnes concernées. Et voilà, j'en suis arrivée à la conclusion que moi, au-delà même d'être féministe, en tant qu'être humain, et bien sûr en tant que femme et en tant que féministe, je suis contre la prostitution. Et donc vous avez bon nombre de féministes, parce qu'à l'heure actuelle c'est plutôt la... Je dis pas mode dans un sens péjoratif, on va dire le courant. Parce qu'il y a des courants dans tous les mouvements, il y a des... Voilà, dans les religions, dans tout, il y a des moments où certaines choses reviennent, certaines choses disparaissent, bref. On est plutôt pro-prostitution, pro-travailleurs et travailleuses du sexe. Et en fait, je ne suis pas contre les travailleurs et travailleuses du sexe. Et c'est là, encore une fois, que je vous dis l'élasticité de la pensée. C'est-à-dire que je peux très bien, en tant qu'individu, être contre la prostitution. Je suis absolument contre. Je pense que... Voilà, je ne vais pas faire une vidéo sur la prostitution, mais je suis contre la prostitution. Ça ne m'empêche pas pour autant de demander la protection des travailleurs et travailleuses du sexe. Ça ne m'empêche pas de vouloir que leur voix soit entendue, de vouloir que leurs droits soient protégés, etc. Pareillement pour la religion, sujet sensible, attention. D'ailleurs, je vais sans doute sortir une vidéo sur la religion dans pas très longtemps. Mon opinion sur la religion a pas mal changé au fil du temps. Je suis fortement contre les dogmes, contre les religions en tant qu'institution, en tant que groupe organisé, hiérarchisé.
Pour autant, ça ne m'empêche pas d'être contre l'islamophobie par exemple, ça ne m'empêche pas de vouloir que la pluralité de cultes soit un droit absolument protégé, ça ne m'empêche pas de vouloir protéger n'importe qui serait attaqué en raison de sa foi et de sa confession. C'est une articulation extrêmement importante lorsque l'on veut, comme j'ai dit, rester soi-même, avoir un esprit critique vis-à-vis du mouvement même dans lequel on est, mais c'est également important, cette élasticité, pour permettre d'avoir une approche plus globale et plus, en ce sens, pertinente des sujets. C'est-à-dire que si vous prenez un seul... Par exemple, j'ai envie de dire tout simplement, on me pose très souvent la question du voile. Ça va pas être une vidéo sur le voile, rassurez-vous, mais déjà, qu'est-ce que le voile ? Déjà, il faut qu'il y ait une élasticité dans ce terme même et une définition plurielle. Et ensuite, à quel niveau me demandez-vous ça? À mon niveau en tant que personne qui a la foi, parce que je suis croyante, en tant que féministe, en tant qu'engagement engagé entre guillemets politique, en tant que penseuse. Vous me demandez, enfin penseuse, tout le monde est penseur, pas en mode penseuse Platon, etc. Mais penseuse comme quelqu'un qui réfléchit, ok, comme tout le monde. Est-ce que vous me posez cette question pour notre époque, pour la France, pour les autres pays, dans quel contexte? Et donc, il me semble extrêmement difficile d'affirmer certaines choses. Et j'espère que vous avez compris, en tout cas sur ma chaîne, que bien sûr j'affirme beaucoup certaines choses, mais que j'ai toujours à l'esprit une contextualisation et une élasticité possible de la pensée, un raffinement, pas un raffinement, comment, une précision, un affûtement de cette pensée pour qu'elle puisse correspondre le plus au contexte dans lequel elle s'inscrit et qui est mon sujet ou mon propos. Voilà. J'avais très envie de vous parler de ça parce que je pense que c'est très important et parce que je pense que c'est quelque chose qui a tendance à se perdre lorsque l'on est entre guillemets dans des discussions un peu militantes, surtout sur les réseaux sociaux qui sont pas forcément le lieu où on est le plus formé intellectuellement à la pensée, à la recherche, à la formulation d'idées et au traitement de ces idées-là. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ou plutôt un coup d'oreille au podcast de France Culture sur Poulennes-la-Barre et en fait toute la semaine dernière c'était sur le féminin ou les féminins, c'était relativement intéressant, j'espère que ça vous aura vraiment intéressé. N'hésitez pas à checker mon Instagram et mon Twitter si vous le souhaitez et si vous avez envie de me voir continuer à produire du contenu varié et régulièrement parce que je sors quand même souvent des vidéos, vous pouvez me soutenir sur Patreon avec 1 € par mois, c'est comme Tipeee. Et vraiment ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui décident de soutenir mon travail et mon contenu. Je vous dis à la prochaine.